Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet complexe, un vrai serpent de mer de la politique commerciale, l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Un accord qui, après presque 25 ans de discussion, met en lumière une des tensions majeures de notre époque. D'un côté, on a la promesse d'une transition écologique, celle qu'on nous présente tous les jours, et de l'autre, on a un modèle économique qui semble aller exactement dans le sens inverse. Cette image, elle résume parfaitement le dilemme. Comment est-ce qu'on peut concilier l'expansion du commerce mondial avec la protection vitale de nos écosystèmes? C'est la grande question qui va nous guider. Est-ce qu'un accord, dont les bases ont été jetées en 1999, peut vraiment être compatible avec les ambitions du Pacte vert européen ou de l'accord de Paris? C'est plus qu'une question, c'est un véritable choc entre deux époques, entre deux visions du monde. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre les enjeux d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière, pour saisir l'histoire et la dimension géopolitique de ce traité. Et quel parcours! C'est un vrai marathon. Les négociations ont démarré en 1999 pour aboutir à un accord de principe seulement en 2019. Mais depuis, le monde a changé, notamment avec l'arrivée du règlement européen contre la déforestation importée, le fameux UDR. Résultat, aujourd'hui, l'accord est au point mort en attendant d'une ratification qui semble de plus en plus improbable. L'enjeu de départ, il est stratégique bien sûr. Il s'agit de resserrer les liens entre deux géants économiques. Pour faire simple, l'Europe exporte ses produits industriels, machines, produits chimiques, et de son côté, elle importe surtout des matières premières agricoles du Mercosur, qui, je le rappelle, regroupe le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Bon, mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? C'est quand on se penche sur les chiffres, et en particulier sur les quotas agricoles, qu'on commence à comprendre où ça coince vraiment. Et il y a un chiffre qui cristallise presque toutes les tensions, le voici, 99 000. Ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais ce nombre est au cœur d'une énorme partie des inquiétudes. 99 000 tonnes, mais de quoi on parle au juste? Il s'agit du quota annuel pour la viande bovine, avec des droits de douane qui deviendraient très faibles. Et attention, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On a aussi 180 000 tonnes de volailles sans aucun droit de douane et d'énormes quotas pour le sucre et l'éthanol. Mis ensemble, ces volumes créent ce qu'on appelle un appel d'air économique. La question c'est, que signifie cet appel d'air pour une forêt comme l'Amazonie? Parce que cet appel d'air, il a un coût qui ne figure sur aucune étiquette. C'est ce qu'on appelle les externalités environnementales. Et dans ce cas précis, elles sont loin d'être invisibles. Sur le terrain, leur matérialisation est même directe et brutale. Voilà l'impact. Selon la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, une très grande partie des terres déboisées en Amazonie est directement convertie en pâturage pour l'élevage de bœuf. L'image parle d'elle-même. Cette frontière nette entre la forêt et les zones d'élevage, c'est une véritable cicatrice sur le paysage. Le mécanisme est simple, presque mécanique, et il est implacable. L'augmentation des quotas vers l'Europe envoie un signal prix très clair aux producteurs. Il devient plus rentable de produire plus. Pour répondre à cette demande, il faut plus de terres, ce qui mène quasi systématiquement à l'expansion des surfaces agricoles, souvent au détriment direct de la forêt. Et si la viande bovine est autant dans le viseur, ce n'est pas un hasard. Comme le montrent très bien les données du GIEC, c'est l'une des productions de protéines animales les plus intensives en gaz à effet de serre, et de loin. L'accord risque donc de booster les importations du produit qui est le plus problématique pour le climat. Mais l'impact n'est pas que environnemental. Il y a aussi une dimension de santé publique qui est cruciale et qui touche à un principe fondamental, un véritable pilier du droit européen. Ce principe, c'est le fameux principe de précaution. Pour faire simple, c'est une sorte de filet de sécurité. Il est inscrit dans les traités européens et il dit que face à un risque potentiel, même s'il n'est pas encore scientifiquement certain, l'Union peut et doit prendre des mesures pour protéger ses citoyens et l'environnement. Alors attention, sur le papier, les normes sanitaires européennes s'appliquent à tous les produits qui rentrent sur notre marché. Le problème n'est pas une baisse officielle de nos standards, non. La vraie question, c'est celle de l'effectivité des contrôles face à une augmentation aussi massive des volumes, et celle de la traçabilité réelle des produits, de la ferme à l'assiette. Les critiques pointent du doigt plusieurs risques bien réels. Des résidus de pesticides interdits d'usage en Europe, le développement de l'antibiorésistance à cause de modèles d'élevage plus intensifs, des failles évidentes dans la traçabilité et même un risque accru d'émergence de nouvelles maladies transmises de l'animal à l'homme. Face à ce mur de critiques, comment réagissent les institutions européennes? On assiste à un véritable dialogue de sourds où les belles promesses se heurtent à une analyse assez froide de leur application concrète. La Commission européenne, de son côté, défend son accord. Elle insiste sur le fait qu'il contient des chapitres entiers dédiés au développement durable. Et elle martèle que l'accord de Paris sur le climat en est un élément essentiel.
Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. D'un côté, la Commission met en avant ses clauses de sauvegarde, le respect des standards. De l'autre, les critiques répondent que les engagements sur le climat, c'est bien joli sur le papier, mais qui ne sont pas assortis de sanctions s'ils ne sont pas respectés, et que les mécanismes de contrôle sont tout simplement insuffisants pour gérer les volumes prévus. Cette citation de Greenpeace résume très bien ce scepticisme. En clair, elle dit que même avec de belles promesses écrites noir sur blanc, ce sont les puissants signaux économiques, les prix, les volumes, qui risquent de l'emporter sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de garde-fou assez solide et contraignant pour les arrêter. On arrive donc au choix fondamental que cet accord nous impose à tous. C'est une décision qui va, d'une manière ou d'une autre, définir les priorités de l'Europe pour les décennies à venir. L'Union européenne se trouve vraiment à la croisée des chemins. Est-ce qu'on doit privilégier une logique commerciale qui est finalement héritée du XXe siècle ou est-ce qu'on doit aligner, une bonne fois pour toutes, notre politique commerciale sur nos objectifs de transition du XXIe siècle ? Heureusement, des solutions existent pour essayer de réaligner tout ça. On parle par exemple de clauses miroirs, une idée simple, imposer aux produits importés les mêmes normes de production qu'en Europe. On pourrait aussi lier les quotas à des résultats concrets et vérifiables sur le terrain en matière de lutte contre la déforestation et bien sûr renforcer massivement les contrôles. Au final, la vraie question, c'est celle-ci. Au-delà des tonnes et des pourcentages, cet accord nous interroge sur le type de mondialisation que l'on veut. Une mondialisation qui intègre enfin ses coûts environnementaux et sanitaires ou une qui continue de les mettre de côté. Ce choix n'est pas seulement technique, il est profondément politique.